Bonsoir chers amis, nous sommes sur Paix et Guerre avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un deuxième entretien géopolitiquement incorrect. Et j'ai le plaisir, la joie, l'honneur de recevoir ce soir un ami, mais aussi une personnalité, Maître Ardavant Amir Aslani. Cher Ardavant, si vous me permettez, et cher maître, bien sûr, merci d'avoir répondu si spontanément. Merci de m'avoir invité. Voilà, à cette invitation. Alors, pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, mais bon, je fais ça, c'est formel. Vous êtes avocat au barreau de Paris, conseiller du commerce extérieur de la France, colonel dans la réserve citoyenne. Ça n'existe plus, puisque le SEMA a décidé d'enlever les grades dans la réserve citoyenne. Ah, je ne savais pas ça. Bon, ben, vous me l'apprenez. Bon, ben, alors, vous êtes dans la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale. Absolument. Vous êtes aussi l'un des conseils de la Cour pénale internationale. Vous êtes évidemment un grand avocat, un associé au sein du cabinet Cohen Amir Aslani, qui est un cabinet d'affaires, d'avocats d'affaires internationaux. Vous y dirigez deux départements, hein, le droit international et le conseil aux États, et c'est une grande partie de votre activité, je crois. Vous avez représenté plusieurs États à travers le monde, vous êtes un acteur connu du droit public international. Vous êtes aussi connu comme un expert, et c'est intéressant aussi pour notre propos ce soir, en matière de sanctions nationales et internationales, déployés contre ou par des États souverains et des organisations internationales. Bon, tout ça, c'est déjà beaucoup, mais évidemment, ce serait trop simple si on s'arrêtait là, parce que vous êtes aussi un essayiste et un véritable spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient, auteur de très nombreux ouvrages, bon, qui ne sont pas là ici ce soir, mais enfin, portant sur les relations internationales. Vous vous intéressez aussi à la théologie comparée et d'une manière générale aux faits religieux. Bref, vous êtes à la fois un praticien du droit international, doublé d'un orientaliste moderne, si j'ose dire. Et c'est quand même avec cet homme-là, surtout avec cet homme-là, avec l'orientaliste, fin observateur des réalités, je dirais, matérielles et immatérielles du Moyen-Orient, cet Orient compliqué vers lequel certains voyageaient avec des idées simples, n'est-ce pas, que je veux m'entretenir ce soir de la situation présente dans la région du Moyen-Orient, situation dramatique, situation inquiétante, situation difficilement déchiffrable, situation qui prête surtout à des raccourcis, à des simplifications, à du manichéisme un peu, j'allais dire nunuche, c'est le terme qui me vient à l'esprit, mais enfin, en tout cas, dangereux. Et en préambule, je voudrais, cette première question, que vous partagiez avec nous simplement peut-être votre appréhension générale de la situation et de sa signification par rapport à l'évolution de la géopolitique mondiale, de la tectonique géopolitique, parce que voilà, elle n'est pas, c'est pas dans une bulle ce qui se passe au Moyen-Orient. Je pense, déjà merci infiniment pour cette introduction, je pense sincèrement que nous sommes arrivés à un point particulier de l'histoire contemporaine. Je crois pouvoir dire, sans exagération, que le conflit israélo-palestinien, tel qu'il se déroule sous nos yeux, il va y avoir un avant et un après. Déjà, on voit que le point de vue du monde occidental, de l'OCDE, en fait l'Europe, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis, le Canada, n'est pas un point de vue unanimement partagé dans le monde. Dans le cadre de mes activités, je voyage un tout petit peu. Ce que je vois dans les médias étrangers par rapport au conflit israélo-palestinien n'a rien à voir par rapport à ce que j'entends et que je lis en France. C'est comme si on était sur notre planète. Ouais. Il y a en fait une guerre, un conflit militaire atroce qui secoue le Moyen-Orient en ce moment. Cette tragédie du 7 octobre, qui est à l'origine, si vous voulez, de tragédies qui suivent depuis, avec le martyre du peuple palestinien à Gaza, a été suivie d'un autre conflit, à mon sens, également très intéressant, c'est-à-dire la guerre pour le contrôle du narratif
dans les médias. Ça m'a intrigué en fait. Je reviendrai sur le cas particulier de la tragédie de Gaza après, si vous voulez bien. En fait, dès le lendemain du 7 octobre, j'ai constaté que certains mots avaient une tendance à ressurgir en permanence. Immédiatement, tout le peuple palestinien fut qualifié de terroriste. Pas simplement le Hamas qui a commis les actes terroristes du 7 octobre, mais tout le peuple palestinien, sous prétexte que, par association avec le Hamas, étant à Gaza, les 2 300 000 autres Palestiniens étaient également coupables des mêmes actes. Le ministre de la Défense israélien qui a qualifié le peuple palestinien d'animaux, c'est des animaux, m'a marqué. Et en fait, je me suis interrogé sur le pourquoi de recours à ce mot. Étant avocat, je me dis toujours que derrière chaque mot, il y a une intention et une volonté. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai compris en fait ce à quoi ce mot servait. Ces mots en fait visaient à culpabiliser et à déshumaniser le peuple palestinien dans son ensemble, afin de permettre à l'armée israélienne, au Tsahal, de faire ce dont elle avait envie. On l'a constaté par la suite. C'est-à-dire la tragédie du 7 octobre, avec l'irruption du Hamas, avec les actes terroristes qu'ils ont commis, a été suivie par un 7 octobre, chaque semaine depuis. Puisqu'on est à 45 000 morts à date d'aujourd'hui, mi-octobre. Dès que quelqu'un essaye aujourd'hui de s'exprimer pour critiquer, si vous voulez, le comportement de l'armée israélienne à Gaza, comportement qui au demeurant a été condamné par les juridictions internationales, la Cour pénale internationale qui a lancé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre et le ministre de la Défense israélien, la Cour internationale de justice qui a condamné Israël pour non-respect du droit international. Mais dès qu'on commence, si vous voulez, à dire que le droit de réagir d'Israël par rapport à cette tragédie du 7 octobre ne doit pas entraîner le droit de se venger contre un peuple entier, on est soi-même immédiatement attaqué pour faire l'apologie du terrorisme. Bien entendu, ce qui s'est passé le 7 octobre était inadmissible, inhumain. Mais ce qui se passe depuis est également inaccessible, inhumain. Moi, pour ma part, en tant qu'avocat, je n'accepte pas ça. En tant qu'être humain, je n'accepte pas ça. J'ose espérer avoir encore une part d'humanité en moi-même pour ne pas rester indifférent face aux exactions qu'un peuple dans son ensemble subit dans ce territoire. Et je constate effectivement qu'en Europe, dans le monde occidental, on a tendance à suivre le narratif israélien. Et quand je dis israélien, je fais bien la distinction entre le pays Israël, l'État Israël, et le gouvernement Netanyahou. Parce que ce qu'on ne nous dit pas assez, c'est que plus de la moitié du peuple israélien ne supporte pas Netanyahou. Et tous les jours dans les rues pour protester contre ce gouvernement. Et n'attend que le jour, qu'une seule chose, que le jour où son mandat prend fin pour le traduire en justice pour fait de corruption. Le peuple israélien n'est pas intégralement derrière la stratégie de Netanyahou. Et tous les jours, j'entends moi-même des rescapés de la Shoah dire ou interdire à Netanyahou d'utiliser le nom de la Shoah en leur nom, parce qu'ils estiment que ce que fait le Tsahal à l'encontre du peuple palestinien relève de la barbarie. Mais en France, on a l'impression, si vous voulez, que le droit de se défendre est en train de s'exercer pour Israël, en oubliant que le droit de se défendre est un droit que le droit international octroie au peuple occupé et pas à la puissance d'occupation, juridiquement, et qu'en fait, Israël a le droit de réagir, mais le droit de se défendre, si vous voulez, en l'occurrence, est l'apanage d'un conflit entre des États souverains. Pas un droit en faveur d'une puissance militaire d'occupation à l'encontre d'un peuple occupé au sens du droit international.
Quoi qu'il en soit, en Occident, on a l'impression qu'effectivement, Israël est légitime dans tout ce qu'Israël fait. Moi, je pense qu'au contraire, Israël risque de perdre son âme dans cette affaire. Des fondateurs d'Israël disaient qu'Israël doit devenir cette lumière qui illumine l'humanité. Elle est bien éteinte, cette lumière, avec ce que l'on constate aujourd'hui à Gaza, au Liban, en Cisjordanie, en Syrie. Et puis quand je voyage à l'étranger, je vois que le monde semble avoir un regard totalement différent. J'entends le président de la Turquie, pays membre de l'OTAN, candidat à l'Union européenne, dire que le Premier ministre israélien Netanyahou est un criminel de guerre et qu'Israël est un État terroriste. Je change de chaîne, j'entends Lula, le chef de l'État brésilien, qualifier Israël d'État terroriste et d'un comportement terroriste. J'entends l'Afrique du Sud porter plainte à l'encontre d'Israël comme étant un État génocidaire. Le mot génocide est quand même associé au nom d'Israël dans la plainte que l'Afrique du Sud a déposée à la Cour pénale internationale. J'entends, si vous voulez, le Premier ministre espagnol, le dirigeant irlandais, et j'en passe, utiliser les mêmes mots pour critiquer Israël. Et je me dis à ce moment-là, sommes-nous dans le même monde? Et je m'interroge. En fait, ce constat-là traduit une réalité, celle qui consiste à constater que le monde est divisé en deux, et pas à 50-50. Il y a 90% de l'humanité qui a un regard extraordinairement critique par rapport à la stratégie suivie par Israël aujourd'hui au Moyen-Orient, et 10% qui l'approuvent coûte que coûte, comme les États-Unis, qui ont une politique qui consiste à approuver tout ce que fait Israël, même si c'est a posteriori, même s'ils n'approuvent pas la démarche, coûte que coûte l'approuver et coûte que coûte soutenir ce pays. En y exportant des munitions de manière hebdomadaire, tellement la consommation est forte, en finançant les activités militaires d'Israël de manière illimitée, 30 milliards de dollars depuis le commencement de la guerre au moins, et ça continue. Et en fait, je me dis, ce Sud global qu'on nous présente, souvent avec un regard économique, en disant ce sont les pays émergents, c'est le tiers-monde, c'est même pas vrai. La Chine, pardonnez-moi, ou le Brésil ne sont pas exactement des pays représentatifs du tiers-monde. Sont déjà des pays émergés. Oui, ils ont bien émergé. Et bien même, comme vous le dites. Le monde a un autre regard. En fait, ce Sud global n'est plus une notion économique, mais tout simplement une notion politique. Des pays qui ne veulent plus être dominés, si j'ose dire, par le dollar, par la volonté américaine, par les sanctions américaines, par l'extraterritorialité du droit américain, et qui veulent en fait exister de manière souveraine. Et qui disent non. Et pour revenir à la guerre que l'on constate de manière quotidienne à Gaza, à ce conflit, je ne sais même pas si on peut utiliser le mot guerre, parce que d'un côté on a un État souverain, armé jusqu'aux dents, équipé d'une aviation avec des avions les plus modernes, seul pays en dehors des États-Unis à disposer des F-35, qui tous les jours survolent Gaza, qui jettent des bombes de centaines de kilos. Je crois savoir que les experts considèrent que l'équivalent de plusieurs bombes d'Hiroshima a été jeté sur Gaza en un an. L'équivalent de plusieurs bombes d'Hiroshima. Et un peuple martyr, à qui on dit tous les jours, allez à l'ouest, allez vers l'est, allez au centre. Et une fois qu'ils arrivent sur place, ils sont malgré tout bombardés par ce qu'on a trouvé, semble-t-il, sous une tente parmi 300 autres, un combattant du Hamas ou un terroriste du Hamas qui se cacherait. Et donc, on jette la bombe et par la même occasion, on ôte la vie à des centaines d'autres. On qualifie ça de dommage collatéral. On parle d'une armée la plus morale du monde, mais je ne vois pas où est la moralité quand je vois la détresse et la souffrance de ce peuple tous les jours continuer et qui n'est pas prêt de s'arrêter. En tant qu'être humain, en tant qu'un homme qui a encore un peu d'humanité chez lui, moi je dis non, on ne peut pas accepter ça. Et je pense même que
les pertes humaines abominables, parce que derrière ces chiffres de 45 000 morts et plus, vous avez 100 000 blessés, qui, faute d'avoir accès aux soins médicaux, parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de cliniques, plus rien, la moitié va perdre la vie. Face à ces dizaines de milliers de morts, moi je ne dis pas qu'il n'y a que des chiffres. Derrière chaque chiffre, il y a des prénoms, il y a des êtres avec des vies écourtées, avec des vies ôtées. Et en fait, je me dis, Israël, qui est un pays à l'image des pays occidentaux, doit se rendre compte que ce pays est en train d'y laisser son âme, sa légitimité aux yeux du regard des autres pays du monde. Et j'ose espérer qu'il y a des gens qui questionnent cette stratégie. Et je sais qu'il y a des gens qui questionnent cette stratégie. Pour l'instant, ils n'ont pas droit à la parole en Israël, mais le moment viendra où ils devront réfléchir sur ce qui s'est passé et sûrement juger eux-mêmes ceux qui en sont les responsables. On nous annonce, si vous voulez, l'Israël avec un système de sécuritaire, le Mossad devenu extraordinaire après un an, un moment où le Mossad n'a pas su prédire l'arrivée de milliers de partisans du Hamas, de combattants du Hamas, terroristes du Hamas, peu importe comment on les qualifie, en cassant les barrières, en arrivant et en commettant les actes qu'ils ont commis. Et on essaie de dire maintenant, le Mossad a récupéré, si j'ose dire, son image de service extraordinaire. Regardez ce qu'ils ont fait avec les beepers, ce qu'ils ont fait avec le walkie-talkie, ce qu'ils ont fait avec les panneaux solaires, ce qu'ils ont fait en assassinant Ismaël Haniyeh, chef du Hamas à Téhéran, ou Nasrallah à Beyrouth. Regardez, ils sont très forts. Je dis certes, tactiquement, peut-être à l'instant T, mais un an après le commencement de la guerre à Gaza, la guerre n'est pas terminée. Le Hamas n'est pas démantelé. Au contraire, il suffit que l'Israélien se retire de telle place ou tel quartier pour que le Hamas arrive de nouveau, pour exercer le contrôle du trafic, pour apporter des soins. Et puis ils n'ont toujours pas réussi à retrouver leurs 100 otages, qui auraient dû être quand même le devoir prioritaire de ce gouvernement, comme beaucoup d'Israéliens le revendiquent. Donc j'ai mal, je ne vous le cache pas, et je pense qu'aujourd'hui, les pays qui soutiennent à l'aveugle le gouvernement Netanyahou dans ce conflit risquent de perdre leur crédibilité et leur pertinence. Oui, c'est... Quel va être, madame, une seconde, quel va être le poids de la parole des États-Unis face à la communauté internationale sur la question ukrainienne, lorsque les États-Unis se taisent sur la question de Gaza? Cette politique de deux poids, deux mesures, si vous voulez, a ses limites. Et je pense que les limites sont devant nous. Oui, je vous remercie pour cette description très, très exhaustive. Alors, au-delà de tout ce que vous avez dit, je dois dire que je suis en accord, notamment sur la question humaine et morale, et sur l'effet contre-productif, en fait, terrifiant, qui est en train de se produire contre Israël, au détriment de son image, au détriment, comme vous dites, de son âme, au détriment de l'exemple qu'il a pu souhaiter ou qu'il souhaite encore incarner. On peut se demander si justement cette fureur, ce qui se déploie, et aussi ce soutien occidental affirmé, réaffirmé, concret, etc., qui contribue à la poursuite, en fait, de cette guerre sans objectif politique véritable, et donc sans succès, et avec un succès militaire qui est en plus éminemment contestable, comme vous l'avez dit, que ce soit pour le Hamas ou pour le Hezbollah d'ailleurs, on peut se dire que c'est aussi, si on essaie de voir les choses géopolitiquement, moi, ça m'apparaît aussi comme une espèce de crispation, de convulsion presque, d'un Occident qui est un peu en perdition, par son double standard qui a fini de lasser une grande partie du monde, par l'émergence de concurrents qui proposent une autre façon de voir aussi, j'allais dire, le concert international et les principes qui devraient quand même le régir à peu près, ou le régir de nouveau. Je pense à l'ONU, à la charte, à ce qu'il faudrait en faire, bon, bref. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi ça? C'est-à-dire, pour moi, il y a quelque chose d'un peu désespéré et d'un peu
d'un peu fou. Et puis il y a surtout, à l'appui de cette espèce de désespoir furieux et meurtrier, ce narratif, alors un autre narratif, mais qui en France opère à plein, et qui, moi, me semble, c'est tellement indigent, c'est tellement ridicule et c'est tellement dangereux d'ailleurs, c'est le narratif sur le conflit civilisationnel. Oui. Qui est cette idée que, eh bien, en fait, Israël, ce que fait Israël là-bas, nous défend ici. Et donc, ça permet pour moi d'escamoter complètement la critique sur ce qui est fait, de neutraliser totalement. C'est impossible précisément de critiquer, parce que si on en vient critiquer, ça veut dire alors on ne comprend pas, on ne comprend pas qu'Israël travaille pour nous. Et c'est là-dessus évidemment que le Premier ministre israélien joue à plein, avec ses cartes, malédiction, la bénédiction, le bien, le mal, ce que nous faisons vous protège, demain ce sera chez vous, enfin bref, espèce de vision complètement binaire et ridicule. Enfin, on se croirait presque avec George Bush en 2001, la guerre contre la terreur, l'empire du mal. L'empire du mal, l'Iran, puissance terroriste, totalitaire. Enfin, on est dans un espèce de délire qui, pour moi, a des incidences, en plus, complètement contre-productives ici. C'est-à-dire que ça fait monter l'antisémitisme, ça fait monter l'anti-islamisme, ça mélange tout, à force de tout mélanger, de confondre le terrorisme et l'islamisme. Enfin, je veux dire, on est dans une espèce de pauvreté, en fait, de pensée, mais qui est présentée comme une armature lumineuse, et que ceux qui ne la comprennent pas devraient finir par ouvrir les yeux. Et... Vous venez de mettre l'accent sur un sujet fondamental, la présentation de ce conflit. Effectivement, la propagande israélienne aujourd'hui vise à dire que l'armée israélienne Tsahal est en train de combattre pour l'Occident. Oui. Parce qu'en fait, l'ennemi, c'est l'islamisme. Le Hamas, c'est les terroristes du Bataclan. Et qu'en fait, Israël, le 7 octobre, a subi ce que la France a subi lors de l'attentat du Bataclan. Or, ce n'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, le monde, globalement, comprend que ce n'est pas du tout ça. Le Hamas, le peuple palestinien, leur argument n'est pas un argument islamiste. Certes, le Hamas est un mouvement de frères musulmans, mais leur combat contre Israël n'est pas motivé par la pensée des frères musulmans. Leur combat contre Israël, du peuple palestinien en général, est motivé par la volonté de tout un peuple de retrouver sa dignité après avoir été colonisé, occupé depuis presque 80 ans. C'est-à-dire, si vous regardez le nombre de résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui condamnent Israël pour non-respect du droit international, vous êtes à plusieurs centaines. Il n'y a que le Conseil de sécurité où il n'y a pas de condamnation du fait du veto américain. Mais dans la pratique, si vous voulez, Israël est devenu un État hors la loi, un rogue state, comme disent les Américains. En fait, aujourd'hui, le droit international, de par le silence occidental sur la question du conflit israélo-palestinien, est devenu le droit pour Israël de faire ce qu'il veut, in fine. Et en fait, les jeunes dans les universités aux États-Unis, les jeunes dans les universités françaises, comprennent que ce n'est pas du tout l'argument civilisationnel qui l'emporte. Notre civilisation judéo-chrétienne contre le danger islamiste, c'est pas ça. Et même de l'islam tout court. De l'islam tout court. C'est ça qui en paraît stigmatisant complètement... des pans entiers de la société française et de la communauté internationale, en mettant tout le monde sous le même parapluie. C'est pas ça. Les gens comprennent qu'aujourd'hui, le regard sur le conflit israélo-palestinien est un regard sur un peuple opprimé, occupé, frustré depuis 80 ans par une puissance colonisatrice d'occupation. C'est quand même la réalité. Israël, aujourd'hui, est un État qui bombarde la Syrie, un autre État souverain, qui bombarde le Liban, un autre État souverain, qui bombarde la Cisjordanie, notre pays à la garde, qui bombarde Gaza, qui bombarde tous les pays qui l'entourent. Si vous voulez. Qui tire même sur la finule. Qui tire sur les soldats des Nations Unies
à dessein. Et donc, in fine, si vous voulez, on se dit, face à cette absence de réaction de l'Occident, ça veut dire qu'Israël peut faire ce dont ce pays a envie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de droit international. Face à l'absence de droit international, ça sera le chaos qui règne et ça sera la chienlit de la relation internationale. Puisqu'il n'y a plus de limite. On ne peut plus, si vous voulez, condamner la guerre civile au Soudan en se taisant sur ce qui s'y passe à Gaza aujourd'hui. Le problème, c'est que cet argumentaire, ce narratif ne marche plus. Ça marche sur certaines chaînes télévisées particulières, sans les citer. Mais globalement, dans la société française, ce n'est plus partagé. Et là où ça devient encore plus particulier, c'est comme l'exemple de Sciences Po. Il suffit que des personnes, si vous voulez, critiquent la politique d'Israël à Gaza pour qu'ils se fassent accuser d'antisémitisme, puisque aujourd'hui on associe l'antisionisme à l'antisémitisme. Oui. Ah bah oui, ça c'est la confusion initiale. C'est-à-dire qu'on n'a plus, si vous voulez, le droit de critiquer le comportement du gouvernement israélien parce qu'on est immédiatement accusé. Et d'ailleurs, l'antisionisme, ce n'est pas non plus la critique du gouvernement israélien. Et puis, si vous voulez, le recours au mot, bien sûr, le recours au mot terroriste également. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Nelson Mandela a fait 28 années de prison pour fait de terrorisme en tant que terroriste. C'est un mode d'action. Qualifié comme tel par l'Afrique du Sud de Pictabli Botha. La résistance française, qui dans ses actions de résistance a entraîné également la mort des civils, également, était accusée de terrorisme par l'Allemagne nazie. Irgun, Stern, la Haganah, les mouvements fondateurs d'Israël étaient accusés d'être mouvements terroristes par l'Angleterre, puissance coloniale de l'époque. L'exemple de l'attentat du King David à Jérusalem est un exemple de la chose. On est toujours le terroriste de quelqu'un. Et je pense que vouloir s'attribuer le droit exclusif de pointer le doigt et de dire les terroristes c'est eux et pas ceux-là, ce n'est plus accepté. Parce que nous vivons aujourd'hui un carnage sous nos yeux, à travers les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, la planète a accès à l'information, qui n'est plus le monopole et l'apanage de quelques chaînes de télévisées particulières. Et donc le monde voit, le monde constate et le monde juge. Et face à ce jugement, l'Occident aujourd'hui n'a pas d'argument. Et Israël, demain, devra se justifier. Parce que la crédibilité et la légitimité d'Israël va être mise en question par beaucoup de pays qui aujourd'hui pointent le doigt sur Tel Aviv en qualifiant ce pays d'État terroriste, comme le fait Erdogan, et comme le fait Lula, et comme le font beaucoup d'autres gens. Donc Israël dessert la cause de l'occidentalisme finissant. Je dirais que Netanyahou dessert la cause d'Israël, bien sûr. Et bien entendu, dessert la cause de l'Occident qui a associé son image à celle du gouvernement de Netanyahou. Et c'est un problème. Comment est-ce que les États-Unis demain pourront affronter la communauté internationale et dire que chaque semaine j'envoie des munitions à Israël, qui faute de ces munitions sera contrainte d'arrêter la guerre? Comment l'expliquer? Et face à cette tragédie de Gaza, comment est-ce que les 23 pays arabes peuvent expliquer à leur propre population que pendant un an, un autre peuple arabe s'est fait décimer et nous, on n'a rien dit, même pas une condamnation verbale, à part l'Algérie qui a au moins dans la rhétorique condamné Netanyahou dans cette affaire. L'histoire jugera. Tout à fait. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent là. Je les avais écrites, mais bon, je vais vous les poser de manière plus désordonnée au gré de ce que vous évoquez et de ce que ça me suggère. D'abord, je veux revenir brièvement, mais je ne dirais pas que c'est anecdotique, mais sur la France et sur les toutes récentes déclarations présidentielles qui sont extrêmement contestées, discutées, etc., du président de la République, Emmanuel Macron, qui vient de rappeler
pas directement d'ailleurs, mais enfin, ça a été dit, ça a été su et ça a été transmis, que Benyamin Netanyahou ferait bien de se souvenir que tout de même l'ONU est à l'origine, ou en tout cas a été nécessaire pour asseoir la légitimité de l'État d'Israël. Bon, ça vient après les déclarations sur les armes, sur le fait qu'il ne fallait plus livrer d'armes, sachant qu'on n'en livre pas de fait. Bon, voilà, donc je ne dirais pas que ça ne mange pas de pain, mais enfin, voilà, mais enfin là, il y a une déclaration qui fait réagir tout le landerneau médiatique classique, mainstream, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui est devenu, alors pas notre politique étrangère, mais dans cette zone-là, que vaut aujourd'hui notre parole? Comment faire pour être utile? Comment faire pour être entendu? Parce qu'on a l'impression de coups de godille à gauche, à droite, on a l'impression de ça manque de colonne vertébrale, tout ça. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Quelle pourrait être cette colonne vertébrale aujourd'hui, au point où nous en sommes? Si vous voulez, déjà sur l'aspect juridique des critiques qui sont adressées au président de la République sur cette phrase, je ne pense pas qu'il y ait des images d'une proclamation d'indépendance israélienne autre que celle qui suit immédiatement la déclaration de l'ONU à travers l'adoption de la résolution qui porte sur sa création. Donc c'est incontestable que c'est une résolution de l'ONU, si vous voulez, qui a donné naissance à l'État souverain d'Israël. Mais venant de ce gouvernement de Netanyahou et des personnalités messianiques qui peuplent ce gouvernement, comme Smotrich, comme Ben-Gvir, si vous voulez, qui disent qu'il faut tuer tous les Palestiniens, il faut les expulser, il faut occuper tout Gaza, le Liban et passons. C'est normal qu'ils détiennent ce type de raisonnement et qu'ils fassent prévaloir ce type d'argumentaire, parce que l'histoire de leur comportement, c'est l'histoire d'un droit international bafoué. Bafoué. Vous ne pouvez pas utiliser des beepers, si vous voulez, quand vous ne savez pas où et quand ça va exploser. Peut-être que l'usager est avec ses enfants, avec son épouse, et il est 3 heures du matin, on n'en sait rien. C'est interdit, juridiquement c'est interdit par le droit international. Il l'a fait. Et passons, et passons, et passons. Les déclarations de cessez-le-feu non respectées, passons. Donc ils ne sont pas... Netanyahou n'est pas à une infraction près par rapport au non-respect du droit international. Mais par rapport, si vous voulez, à l'Occident, en fait. Quel est le poids de l'Occident? Quel est le poids de la parole occidentale dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient? Je prends l'exemple que vous avez utilisé, l'exemple de la France. La France, si vous voulez, il y a 40 ans, je ne veux même pas remonter au général de Gaulle, était un pays qui était à l'avant-garde de la technologie, à l'avant-garde de la pensée philosophique, de l'art, à l'avant-garde des sciences, et également qui avait une voix qui portait à travers le monde. Dans un monde bipolaire, avec d'un côté la puissance américaine, de l'autre la puissance soviétique, il y avait la troisième voie, celle de la France, qui jouait le rôle de l'honnête courtier, qui permettait à la France de prendre la main de tel ou tel pays qui étaient coincés dans les labyrinthes des relations internationales pour les amener de nouveau dans la communauté internationale. Eh bien, cette France-là n'existe pas. Vous savez, la France, il y a 40 ans à l'ONU, il y a 30 ans à l'ONU, il y a 20 ans à l'ONU, il y a 10 ans à l'ONU, était un pays, lorsqu'elle prenait position, vous aviez l'Afrique occidentale qui suivait la position française, et d'autres pays. Il y avait 50 pays qui suivaient la position française. Aujourd'hui, l'ambassadeur de France au Mali se fait déclarer persona non grata, c'est-à-dire qu'il a été expulsé. Le Quai d'Orsay fait une déclaration, nous avons rappelé notre ambassadeur. C'est-à-dire une volonté de ne même pas reconnaître la réalité des faits sur le terrain. Quand les troupes françaises quittent tel ou tel pays africain régulièrement, elles sont remplacées par Wagner, qui occupe les mêmes casernes. Donc, si vous voulez, chaque jour qui passe, la France, hélas, recule. Et comme la France est la puissance diplomatique majeure de l'Union européenne, la puissance militaire majeure de l'Union européenne, quand la France recule, l'Union européenne recule, l'Europe recule, l'Occident recule. Et en fait, aujourd'hui, dans ce monde, il y a un vide pour cette troisième voie qui est en train d'être occupée par d'autres pays.
Parce que vous avez prononcé, si j'ose dire, le mot magique qui explique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays dans le monde ont le choix, puisqu'il y a des solutions alternatives. Oui, bien sûr. La phrase clé, c'est ça, des solutions alternatives. La Chine, à l'autre bout du monde, loin de notre espace, est le pays qui a permis la réconciliation diplomatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui s'est passée à Beijing, avec les deux ministres des Affaires étrangères qui se serrent la main à Beijing, dans une zone qui, historiquement, était celle des États-Unis. Parce que les voisins au Moyen-Orient, les pays voisins, ils voient ce que je vois moi à la télévision. Ils voient le départ hâtif dans des conditions lamentables des États-Unis de Kaboul, où après 4 000 milliards de dollars d'investis, 20 ans de présence, l'espoir d'un changement véhiculé à la population afghane, l'Amérique a abandonné tout le monde, les traducteurs, les femmes magistrats qui ont jugé les talibans, les soldats, tout le monde, entre les mains des talibans, pour partir dans les conditions lamentables que vous avez constatées, où leurs propres partisans s'accrochaient aux pneus des gros porteurs américains pour quitter la mort imminente qui les guettait. Ouais. Et aujourd'hui, personne ne se pose la question, où sont les femmes magistrats? Où sont les femmes policières qui arrêtaient les talibans? Où sont ceux qui ont jugé ces gens-là? Où est la haute administration? Que sont-ils devenus? Personne ne s'interroge. Moi, je dis que ces personnes-là ne sont plus là. Parce que les talibans ont réglé leur compte avec. En tout cas, des pays arabes du Golfe Persique, les pays du monde ont vu que, ma foi, on ne peut pas compter que sur les Américains. Parce que l'Amérique y avait donné son engagement, son argent, ses moyens militaires au peuple afghan, est capable de les laisser comme ça et de partir du jour au lendemain. Résultat, les Émirats arabes unis, à l'époque membre du Conseil de sécurité de l'ONU, n'a pas voté la condamnation de la Russie sur la question ukrainienne. Tout à fait. Et ils ont développé une relation proche avec la Russie de Poutine aujourd'hui, dans les domaines énergétiques, dans le domaine de l'armement. Avec la Chine également. Ce qui, au demeurant, leur a valu un classement en zone grise au titre du GAFI par les Américains. Ça a changé depuis peu. Par là, je veux dire que le monde ne regarde plus l'Amérique ou l'Occident comme l'unique choix. Comme l'unique choix. Prenez la marine française. La marine française, la royale, historiquement, c'était la marine la plus puissante au monde. Aujourd'hui, nous avons un porte-avions, hélas, qu'un seul. Le deuxième, le projet a été arrêté, dont le système de catapulte est un système américain avec des Américains à bord qui l'opèrent. C'est-à-dire qu'en cas de retrait de la licence américaine, on ne pourrait même pas lancer nos propres Rafales. Et que quand on part en guerre contre Kadhafi, l'armée française et l'armée anglaise, contre l'une des armées les plus faibles au monde, on manque de munitions, on est obligé d'appeler les Américains pour nous les apporter. On ne produit même plus de munitions sur le territoire national. Donc aujourd'hui, qui craint l'Europe aujourd'hui? Personne. Je dirais que ce que l'on vit sur le plan domestique, sur le plan intérieur dans le pays, avec le manque de respect pour les autorités, pour les institutions constituées, pour la personne du chef de l'État qui se fait gifler dans la rue, qui se fait qualifier de fou par le président turc, etc. Le manque de respect que nous avons aujourd'hui, avec le refus d'obtempérer par rapport aux instructions de la police et de la gendarmerie, qui explose, le manque de respect pour nos forces de l'ordre, pour nos institutions, aujourd'hui, font que ce même manque de respect se reflète dans les relations internationales. Et aujourd'hui, on n'est plus craint. Et dans les relations internationales et en matière géopolitique, comme vous le savez, à un moment, il faut être craint pour être respecté. Alors, comment faire? Je pense tout simplement, alors loin de moi la prétention d'avoir des solutions à proposer, mais je pense que d'abord, avant tout, ça passe par une reconstitution du respect des institutions sur le plan domestique, du respect des forces de l'ordre, de l'armée française, qui aujourd'hui est la seule colonne vertébrale qui nous reste. Face aux déliquescences du pouvoir de l'État, il n'y a que l'armée française aujourd'hui. Ça passe également par la souveraineté française à l'étranger. Et quelle souveraineté? Regardez la question de l'Ukraine. L'intérêt de l'Allemagne, l'intérêt de la France n'était pas techniquement, économiquement, de partir en guerre contre la Russie. Certainement pas. Où nos champions industriels étaient présents. Où le prix du gaz et du pétrole était acceptable pour nos industries. Mais on a
suivi à l'aveugle la position américaine, qui a ordonné à tous les pays de l'Est européen d'utiliser leurs armes soviétiques pour ensuite s'approvisionner exclusivement chez les Américains. Et au passage, donner un coup désastreux à l'industrie de l'armement en France, qui perd des marchés. L'Allemagne, dans l'année qui a suivi, si vous voulez, le conflit russo-ukrainien, est entrée en récession. L'Allemagne, parce que l'industrie allemande est fortement consommatrice de l'énergie à bas coût qu'on n'a plus. La France, 115% du produit intérieur brut, notre endettement national, avec le poste du service de la dette, le poste le plus important dans le budget de l'État. On nous explique que le Trésor, des X-Mines, des énarques du plus haut niveau, qui incarnent l'élite à la française, n'ont pas vu, ou mal calculé, 100 milliards d'euros. Quel regard voulez-vous que l'étranger ait sur nous, quand nous ne sommes même pas maîtres de notre propre comptabilité publique? Et donc je pense effectivement que notre image à l'étranger est profondément entachée. Et ce deux poids deux mesures, si vous voulez, face au conflit ukrainien, où nous sommes en train de gaver un des régimes les plus corrompus de la Terre, si vous voulez, d'argent, qui au demeurant se reflète au niveau des acquisitions de villas sur la Côte d'Azur et de Londres, par l'élite de ce pays. Et du sacrifice de son propre peuple. Bien sûr, et qui mène, si vous voulez, sa population à l'abattoir, alors qu'on pourrait arrêter cette guerre immédiatement. Immédiatement. Les Russes ne sont demandeurs que de ça. Ils n'ont pas envie non plus de continuer cette guerre. Les Russes sont en conflit, non pas avec l'Ukraine, mais les Russes sont en conflit avec l'OTAN dans sa totalité. Et maintenant, des livraisons de missiles à l'emporter, des F-16 qui attaquent en profondeur le territoire russe. Cette affaire peut déraper. Peut déraper. Tout peut déraper. Si vous voulez, la réaction israélienne par rapport à l'attaque iranienne, alors, qui était voilà. une c'est attaque... ma question d'après. Ah oui, alors allez-y. C'est ma question d'après, parce que prie. c'est une question très, très importante, effectivement. À ce jour, nous sommes je ne sais plus quoi, nous sommes le 17 octobre. Il n'y a pas eu encore de réponse israélienne à l'attaque du 1er octobre, à l'attaque qui était elle-même une représaille iranienne, à la suite d'assassinats, dont celui de Nasrallah, dont celui de Haniyeh, dont celui de tout un tas d'individus et de responsables. Donc il y a eu cette attaque de missiles balistiques hypersoniques, manifestement assez efficaces, en tout cas plus qu'on ne le dit bien sûr ici, sur Israël. Israël a dit nous allons réagir, nous allons à notre main quand on voudra, où on voudra, mais enfin on va le faire. On a parlé d'aller attaquer des installations nucléaires ou des installations pétrolières iraniennes. Et puis, il s'est passé, à mon avis, mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, il s'est passé quelque chose entre le 4 et le 5 octobre, qui a été présenté comme un séisme en Iran, que d'autres ont attribué à autre chose, c'est-à-dire une forme d'explosion. Et donc, comme on est quand même dans un contexte où la question c'est si Israël fait une attaque massive, même conventionnelle d'ailleurs, mais massive, sur l'Iran, la question c'est quelle riposte, de quelle riposte est donc capable l'Iran. Manifestement, on avait déjà sous-estimé, y compris en France, les capacités de riposte iranienne. Même certains croyaient que l'Iran ne répondrait pas à l'assassinat d'un Nasrallah, à l'assassinat des autres, etc. Mais là, la question c'est, finalement, pour faire court, est-ce que l'Iran, qui est déjà un pays du seuil en termes nucléaires, ne serait pas subrepticement devenu un peu plus qu'un pays du seuil, n'aurait pas franchi ce seuil et ne serait pas désormais sanctuarisé de fait, ce qui empêcherait, enfin ce qui change complètement la donne en termes de justement cette espèce d'idée où il faudrait réduire l'Iran d'une manière ou d'une autre, à défaut de pouvoir changer son gouvernement,
et en faire, voilà, puisque c'est l'Iran qui est manifestement responsable de tout dans cette région du point de vue israélien. Que s'est-il, selon vous, passé? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Et qu'est-ce qu'on peut attendre aussi? Je vais vous le dire. Pour moi, c'était certain que l'Iran allait réagir, parce qu'Israël a assassiné le chef du Hamas. D'ailleurs, la personne avec qui Israël discutait pour aboutir à un cessez-le-feu. Absolument. C'est quand même fort. Tu es son interlocuteur dans le cadre des discussions de la paix. Lors d'une invitation officielle de l'Iran pour assister à l'inauguration du président iranien, et quelques heures après avoir rencontré le guide de la République islamique. Derrière, assassiner Nasrallah, assassiner les 15 premiers dirigeants du Hezbollah, bombarder encore une fois des installations pro-Hezbollah en Syrie, et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de réaction. Naturellement, l'action israélienne entraîne la réaction iranienne qui entraîne l'action israélienne et inverse, ainsi de suite. À un moment, il faut dire stop, sinon il va y avoir un dérapage. Un jour, il suffit de frapper les installations pétrolières iraniennes pour que les proxys iraniens réagissent à l'encontre des installations pétrolières saoudiennes. Ils l'ont déjà fait. La moitié il y a quelques années, personne n'a réagi, ou émiratis. Donc, afin d'empêcher ces dérapages, déjà les États-Unis ont exigé d'Israël, et Israël l'a reconnu. Dans quelle mesure ils vont le respecter, on ne le saura pas, puisqu'ils avaient également accepté de ne pas bombarder Beyrouth, chose qu'ils ont fait le lendemain, mais de ne pas bombarder les installations pétrolières iraniennes, ni les installations nucléaires. Mais quand on regarde l'Iran, en fait, vu de Téhéran, la seule façon, le seul moyen à leur disposition pour mettre un terme à ces allers-retours de missiles, c'est effectivement de franchir officiellement le seuil en faisant exploser une bombe nucléaire souterraine. Chose qui, d'après certains analystes, ils l'auraient fait dans la province de Semnan en Iran. Si vous regardez les journaux indiens, ils en parlent, mais personne d'autre. De toute façon, quand bien même c'était le cas, le gouvernement iranien ne va pas le reconnaître, parce que le reconnaître, cela équivaudrait à un lancement, si vous voulez, de concurrence dans la région. Les Saoudiens voudraient leurs bombes, les Égyptiens voudraient leurs bombes, les Turcs voudraient leurs bombes, etc. Donc ça ne sera jamais reconnu. Mais c'est étonnant qu'effectivement c'est arrivé et que, comme par hasard, les États-Unis disent aux Israéliens ne tirez pas sur le nucléaire, ne tirez pas sur les installations pétrolières, on va voir. Et autre chose, un État doit être particulièrement sûr de lui-même pour pouvoir, si vous voulez, lancer des missiles balistiques sur des pays nucléairement armés. L'Iran l'a fait contre le Pakistan. Il y a moins d'un an, quand des mouvements terroristes qualifiés comme tels sont arrivés du Balochistan pakistanais pour commettre des exactions sur le sol iranien. Ils l'ont fait sur Israël. Donc c'est quand même étonnant qu'un pays qui est censé ne pas être nucléairement armé s'autorise à tirer des missiles balistiques sur deux pays nucléairement armés. C'est-à-dire quelque part, les Iraniens doivent se dire qu'ils sont assez protégés et que leur puissance militaire est quelque part bien perçue par leurs ennemis potentiels. Et puis, en ce qui concerne les dernières frappes iraniennes le 1er octobre, les frappes iraniennes le 14 avril étaient annoncées. Lufthansa avait arrêté ses vols 3 jours avant, New York Times la veille sortait un article annonçant l'heure de l'attaque. Tant mieux, parce que les Iraniens ne voulaient pas qu'il y ait une escalade. Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'escalade. Alors Israël fait tout pour qu'il y ait l'escalade. Assassinat de Haniyeh, assassinat de Hezbollah, de Nasrallah, et passons, viser des ambassades iraniennes, des consulats iraniens, bon. Mais, face à l'escalade, les Iraniens réagissent. Et là, nous sommes face à un changement fondamental de paradigme dans la région. C'est-à-dire que l'Iran, jusqu'à maintenant, faisait toujours attention, envoyait les proxies pour réagir, symboliquement ou pas, parce que ça fait des années qu'Israël attaque. Cyberguerre, Stuxnet, l'assassinat en pleine rue des scientifiques iraniens, etc., etc. Mais les Iraniens ont toujours été attentifs à ne pas agir directement ou à surréagir. Là, l'Iran réagit directement, le 14 avril et le 1er octobre. C'est un bouleversement dans la région. C'est-à-dire que l'Iran signe maintenant sa volonté de marquer sa souveraineté et de son droit de réagir.
Ça, c'est un grand changement. Un grand changement, oui, absolument. Et d'ailleurs, les Américains reconnaissent d'ailleurs la pertinence de l'industrie balistique iranienne. Parce que regardez, quand on dit que l'Iran lance des missiles contre Israël, c'est pas qu'Israël. Vous avez la marine française stationnée, la marine anglaise, 3 porte-avions nucléaires américains et le premier système THAAD manipulé par les Américains que les Américains ont installé en Israël le lendemain du 7 octobre. C'est contre cet ensemble que les missiles balistiques iraniens réagissent. Et donc le 1er octobre, si vous voulez, c'était des missiles balistiques hypersoniques comme vous l'avez indiqué, protégés par le système de dôme d'acier, dôme de David, le système Arrow. Et malgré tout, les experts semblent constater, reconnaître, en tout cas des images prises par des... Et même les Américains ont pris des images pour montrer, pour pousser Israël. Il y a eu des frappes iraniennes directement sur les cibles menacées, c'est-à-dire la base aérienne de Nevatim, où sont stationnés les précieux F-35 israéliens, et également le siège de Mossad, et une autre base militaire. Donc ces missiles ne sont pas aussi inefficaces qu'on le dit. D'ailleurs, les États-Unis ont décidé de l'envoyer un deuxième système THAAD, qui est le système qui protège les installations américaines, manipulé par 100 soldats américains. C'est prendre le risque de mettre leurs propres militaires face au risque de la mort dans le cas d'une frappe iranienne pour protéger Israël. C'est dire que 3 porte-avions nucléaires, la marine française, la marine anglaise, l'existence d'un système THAAD d'avant, l'envoi d'un système THAAD numéro 2 est nécessaire, malgré le dôme d'acier, le dôme de David, le dôme Arrow, etc. Quelque part, c'est une reconnaissance de la nature létale du programme balistique iranien. Et Israël sait aussi que réagir contre les installations pétrolières iraniennes va entraîner des conséquences pour ses soi-disant alliés dans la région. Les alliés des fameux accords d'Abraham, qui concernent le Bahreïn, plus petit que Manhattan, les Émirats arabes unis, moins d'1 million de nationaux, le Maroc qui l'a accepté en échange de la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara, et le Soudan qui l'a accepté en échange de sectories et de quelques sanctions qui ont été levées, face à 2 milliards d'autres musulmans qui n'y adhèrent pas. Et donc aujourd'hui, la région incite Israël à plus de calme. Je crois qu'hier, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est rendu au Caire, a rencontré Sisi, a rencontré son homologue, etc., pour créer, si j'ose dire, une ambiance diplomatique qui amènerait le calme dans la région. Mais il n'y aura pas de calme tant que le conflit israélo-palestinien continue. Jusqu'à maintenant, le discours de Netanyahou, c'est de dire, regardez, le monde arabe ne s'intéresse plus à la question palestinienne. D'ailleurs, regardez, ils ont signé les accords d'Abraham, ces 4 pays, qui ne représentent pas grand-chose dans la communauté musulmane internationale. Mais le 7 octobre et ce qui se passe par la suite démontrent que la question palestinienne, loin d'être morte, elle est vivante. Et qu'Israël, pour assurer sa légitimité, n'a pas d'autre choix que de trouver une solution politique. Parce que, malgré une armée parmi les plus puissantes au monde, ils n'ont pas réussi à tuer Hamas, parce qu'Hamas est une idée, et ils n'arriveront pas à tuer Hezbollah non plus, parce que Hezbollah c'est aussi une idée. Les deux mouvements créés, de par le comportement d'Israël, de par l'Hezbollah a été créé postérieurement à l'invasion du Liban par Israël. Le Gaza a été créé du fait des exactions de l'armée israélienne, quelque part, ça arrangeait Netanyahou de diviser le Fatah en créant ou en permettant le Hamas d'exister, parce que ça pouvait lui donner... On aimerait bien discuter, mais avec qui? C'était l'ennemi utile. Hamas, Fatah, etc. C'était l'argument historique. Sauf que le problème palestinien est un problème qui n'est pas un problème concentré à Gaza. On ne parle pas de la question, mais en Cisjordanie, sous protection israélienne d'après la loi internationale, territoires occupés, administrés pour les Israéliens. En tout cas, c'est occupé, mais pas administré, puisqu'on voit que par des bombardements israéliens sur la Cisjordanie, on est à 3000 morts, je pense. Des villages entiers rasés, des colons qui viennent occuper ces territoires. Vous les voyez comme moi, ces images. C'est une réalité. C'est-à-dire que la question palestinienne n'est peut-être isolée sur la question de Gaza, c'est une question qui concerne l'ensemble du peuple palestinien. Et certains pays, comme la Jordanie, qui ont prêté leur territoire, par exemple, à des fins de protection d'Israël, doivent se justifier peut-être auprès de leur propre population de 90%. Ça c'est un sujet. Pour un roi dans la position d'une fragilité extrême, qui probablement n'avait pas le choix,
parce qu'Israël faisait sur ce pays le chantage de l'eau. Absolument. Tout à fait. Vous avez expliqué tout cela brillamment. Je veux revenir sur ce que vous avez dit, effectivement, des accords d'Abraham, qui étaient très importants pour Israël, pour démontrer justement cette indifférence, finalement, d'un certain nombre d'États à la résolution ou à l'étouffement de la question palestinienne. Et justement, l'Arabie saoudite, qui devait être un peu le diamant sur la couronne de ces accords, mais qui ne les a pas signés, et qui a mis en balance récemment sa signature, sa participation avec la création d'un État palestinien, détient, à mon avis, des cartes de plus en plus importantes pour une évolution acceptable, en fait, de la zone, de la région. Plus son rapprochement que vous avez rappelé tout à l'heure, officiel depuis 2023, mais qui a commencé quelques années avant, avec l'Iran. Tout ça, c'est plutôt, j'allais dire, dans ce désastre régional, c'est peut-être une raison de pouvoir espérer, mais pour ça, il va falloir que les États-Unis, malgré tout, fassent aussi certains choix ou certains arbitrages, et peut-être cherchent, enfin, phase de nécessité-vertu, si j'ose dire, c'est-à-dire que le prochain président américain, quel qu'il soit démocrate, qu'il soit républicain, comprennent que s'ils veulent rétablir un semblant ou maintenir un semblant d'influence sur le Moyen-Orient, il va leur falloir finalement participer à un apaisement, participer probablement à pousser Israël à trouver cette solution politique ou à le faire en tout cas de bonne foi. Qu'en pensez-vous de tout ça? Et qu'est-ce qu'on peut espérer de l'élection américaine qui approche et qui suscite aussi plein de craintes, parce que entre les tentatives d'assassinat de Trump, et il y a celles dont on parle, mais il y a les autres aussi, il y en a dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existent malgré tout, donc ça continue. Une Kamala Harris dont il se dit aussi que ses équipes ont des pourparlers avec les autorités iraniennes, et notamment sur l'idée d'un nouveau JCPOA, d'un nouvel accord nucléaire, mais là, ça change un peu la donne, parce que si le seuil est franchi, le seuil est franchi, donc ça change beaucoup la donne. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait arriver dans un cas comme dans l'autre? Et il se dit aussi qu'Israël, le gouvernement israélien, s'il prenait vraiment le mors aux dents et partait en roue libre, serait capable aussi d'une attaque folle et un peu suicidaire, à mon avis, juste à l'amont des élections américaines, juste à l'amont du scrutin américain, pour entraîner l'Amérique dans cette affaire. Israël, le gouvernement de Netanyahou, je ne veux pas dire Israël, le gouvernement de Netanyahou est disposé à faire la guerre et à continuer de faire la guerre jusqu'au dernier des soldats américains. Le problème de Netanyahou aujourd'hui est que l'Amérique rechigne à l'idée de déployer des troupes, de faire la guerre. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour créer un conflit, pour que l'Amérique soit obligée d'y aller. Là, ils ont presque réussi avec l'arrivée de ces installations anti-missiles THAAD, puisqu'il y a 100 soldats de plus américains en Israël qui sont en ligne de mire des tirs éventuels hostiles. L'Amérique n'a pas envie d'y aller. Mais quelle est la mesure de la puissance américaine? Blinken est allé 10 fois, c'est-à-dire chaque mois, dans le Moyen-Orient, à chaque fois annonçant un cessez-le-feu immédiat, accepté par Netanyahou, et à chaque fois revenant bredouille. Et à chaque fois, chaque mois, on avait 5000 morts palestiniens de plus. Rien. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'osent plus rien dire. Il y a 3 jours, ils ont dit qu'Israël ne devra pas bombarder Beyrouth. Le lendemain, ils l'ont fait. Israël ne doit pas tirer sur la finule. Aujourd'hui, ils demandent à ce que cette force d'interposition quitte carrément le Liban pour laisser le champ libre. Je pense que ce soit la candidate démocrate ou le candidat républicain, ça n'aura aucun changement. Il n'y aura aucun changement. Ça n'aura aucun effet. Parce que les deux partis politiques sont profondément attachés, de manière doctrinale, à la protection d'Israël, entre guillemets, coûte que coûte. C'est la politique de coûte que coûte. Vous avez entendu Biden, qui est le colistier, qui est de Kamala Harris, la candidate démocrate, il y a 4 ans. Elle s'est fait élire sur la candidature de Biden, Mme Harris,
a dit notre défense d'Israël, notre soutien d'Israël est ironclad, c'est-à-dire un soutien de fer, quoi qu'il arrive. Et les Israéliens le savent. Et donc les Israéliens essaient d'entraîner les Américains dans un conflit où les Américains n'ont pas envie d'y aller. Premièrement, les Républicains, c'est pareil. Donc est-ce que l'un ou l'autre, il y aura un changement? Je ne le pense pas. Parce que c'est sous Biden que ce soutien aveugle face dans le conflit israélo-palestinien a été apporté au gouvernement Netanyahou avec les fournitures d'armes, d'argent, tout ce que vous voyez et tout ce que l'on voit. Donc, est-ce que ça va changer avec Kamala Harris? Non. Est-ce que ça va changer avec Donald Trump? Encore moins. Oui, mais est-ce que... Parce que moi, j'ai aussi vu cette intervention de Trump au New York Economic Club, là, où il a dit, mais il faut lever les sanctions contre l'Iran, il faut lever les sanctions contre la Russie, pas pour faire plaisir au régime ou à quoi que ce soit, parce que juste, c'est une... Nous infligeons au dollar des coûts considérables en maintenant ces sanctions parce que nous sommes en train de susciter... Et on crée le BRICS. On crée les BRICS, on renforce les BRICS, on consolide nous-mêmes notre propre on crée concurrent. Une monnaie alternative contre le dollar. Voilà. Vous avez raison. Et pas que ça, parce que des marchés qui auraient pu aller naturellement vers les États-Unis vont ailleurs. Et les sanctions ont prouvé leur inefficacité parce que les Iraniens n'ont jamais autant d'exporté de pétrole que depuis que les sanctions ont été renforcées. Et regardez l'exemple de Cuba. Depuis les années 60, le pays est sous des sanctions draconiennes par les États-Unis. Dans l'espoir de faire tomber le pouvoir castriste, ils sont encore là. Tout à fait. Chavez. La Russie. Maduro. La Russie qui a connu une croissance économique foudroyante malgré les déclarations de notre dernier ministre de l'économie qui prévoyait la chute de l'économie russe, une croissance de 3% alors que l'Allemagne entre en récession et la France était proche de zéro. Donc, si vous voulez, les sanctions ne servent à rien, à part traduire une maladie d'addiction des États-Unis à sanctionner tous ceux qui ne sont pas d'accord. Vous savez, on parle de la Russie ou de l'Iran ou de Cuba ou de Venezuela. Mais il y a plus de 60 pays dans le monde qui sont d'une manière ou d'une autre sanctionnés par les États-Unis. Et aujourd'hui, l'une des volontés des BRICS, certains d'entre eux sanctionnés, la Chine sanctionnée, la Russie sanctionnée. C'est le moteur d'attractivité des BRICS. Il faut trouver une alternative au dollar, parce que c'est le dollar qui apporte aux États-Unis le droit de pouvoir imposer l'extraterritorialité de son propre droit. Absolument. Donc, s'il a dit ça, c'est une preuve d'intelligence à sa part. D'ailleurs, on l'a vu, 47 ans de sanctions à l'encontre de l'Iran, tout ce qu'on a vu, les bombardements, l'exclusion, l'ostracisme, ça n'a pas empêché le pays de continuer, ça n'a pas empêché le régime iranien, qui est la seule théocratie au monde, qui est en décalage par rapport à la volonté de l'immense majorité de la propre population, qui aspire à un autre mode de vie, d'ouverture, d'engagement avec le monde, de laïcité, qui est le mode de vie qui est incarné par le pouvoir, n'a pas réussi à changer de régime en Iran. Au contraire, ils ont renforcé la théocratie iranienne au détriment des intérêts du peuple iranien. Donc, globalement, si vous voulez, les sanctions sont inopérantes et inefficaces et créent les conditions d'une concurrence au détriment des intérêts américains. Est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence de le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a un site web qui est le site web de l'OFAC, qui est l'arme des sanctions du Trésor américain. Vous pouvez y aller. Tous les jours, vous pouvez inscrire votre courriel. Tous les jours, vous recevrez des centaines de nouvelles entités, personnes morales, personnes physiques, inscrites en tant qu'entités sanctionnées ou personnes sanctionnées par les États-Unis. Ça devient ridicule. Mais oui, ça devient complètement ridicule et complètement contre-productif. Et en fait, comment faire pour que la France, l'Europe puisse exister face à ce monde chaotique? Je pense qu'à l'intérieur, ça passera par le respect des institutions et à l'étranger, la conséquence de ce respect intérieur par la souveraineté revendiquée. Eh bien, c'est une magnifique conclusion à notre échange. Merci, cher Ardavant, merci maître. C'était, je crois, j'en suis certaine, pour tous nos auditeurs, ce sera un très bel entretien à voir et revoir. Merci à vous, madame. Et merci d'être venu sur Merci Pays Guerre. beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt, Ardavant.